Ah, ben voilà, voilà. Ah, parce que je croyais que vous n'alliez pas venir, donc je sais que vous avez vu le premier, je m'étais dit vous n'alliez pas revenir pour le deuxième, si vous en voulez encore. Bon, bah alors si vous en voulez, tant mieux. Si vous en voulez pas, bah changez de chaîne, quoi. Bah, il y a plein d'autres choses à voir si vous avez envie, oui. Parce que moi, mon truc, si vous voulez, hein, je vous l'ai dit, puis même pour les gens qui nous rejoignent, parce que finalement, je trouve que le confinement, bah, c'était une bonne chose, quoi. Faudrait faire des confinements plus souvent. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. En 1666, grâce au confinement, Newton bouleverse en fait les lois de la physique. En 3 lois, en 3 mois, il arrive à faire des miracles. Et nous, pendant le confinement, on est là à se dire qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qui va se passer. Ben, il faut créer ce qui va se passer après. Allez-y, profitez-en. Faites tout un tas de trucs. On parlait de Newton, vous savez. Alors moi, grâce à ça, vous regarderez hein, en replay, on a vu plein de choses. On a compris des choses miraculeuses. On s'est amusé, on a fait des expériences tout à l'heure. Et continuez chez vous, hein, parce que le plus grand laboratoire du monde, eh bien, c'est chez vous. Alors moi, le truc, je me suis dit, je vais faire plein d'expériences chez moi. Mais alors, vous savez, on a des soucis déjà chez nous. Ah bah si, faut être honnête. Bah, regardez nos enfants. Pendant le confinement, les enfants, c'est des soucis. Enfin, je veux dire au sens, c'est pas qu'on ne sait pas quoi faire avec eux, mais on essaie de les occuper. Donc on les emmène discrètement au supermarché et on leur dit aide-moi au moins à faire les courses. Et là, on leur dit va me chercher un chou rouge. Et puis ils restent là pendant une demi-heure dans le rayon. Puis on leur dit mais quoi? Tu vois pas le chou rouge? Puis l'enfant, il dit non, j'ai rien vu de rouge. Parce qu'effectivement, ça n'existe pas un chou qui est rouge dans un magasin. Le chou, il est violet, et on leur dit, va chercher un chou rouge. Et après, on se dit, tiens, c'est bizarre, les enfants ne comprennent pas ce qu'on dit. Ben forcément, on leur dit n'importe quoi. Vous avez vu comme on est dans un monde de dingue? C'est-à-dire qu'en fait, on leur montre un chou violet, on dit que c'est un chou rouge. Alors après, on leur dit qu'il est à côté du chou blanc, mais le chou blanc, il est vert. Alors quand on leur dit finalement que le chou vert, c'est le chou frisé, là, ils ne comprennent plus rien. C'est normal, c'est parce qu'on raconte n'importe quoi. Et je me suis rendu compte qu'on racontait toujours n'importe quoi. Et c'est pour ça que nos enfants, finalement, ne nous écoutent pas. Bah, ils essaient de s'en sortir dans la vie. C'est aussi bête que ça. Bah si, madame, ils essaient de s'en sortir. Hein. Bah, regardez, ils essaient de fuir. C'est une bonne... oui, c'est ça. Ben non, parce qu'il faut être honnête. Si on dit n'importe quoi, ils ne vont pas rester. Mais d'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'a fasciné, parce que je me suis dit, par exemple, le cycle de l'eau. J'ai commencé à reprendre les sciences à la base. Hein. Le cycle de l'eau... Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait ce que c'est que le cycle de l'eau? Hein, c'est quoi? C'est quoi le cycle de l'eau? C'est quand? Oui, bah si, allez-y, allez-y. Hein. Oui, oui, bah c'est ça, c'est quand le soleil, je schématise, hein, le soleil donne des grands coups de pied aux fesses à l'eau qui n'a pas envie de bouger, parce que c'est une grande adolescente qui est là, je ne sais pas quoi faire, etc. Et donc il lui met des coups de pied dans les fesses pour qu'elle se lève loin, haut, dans l'atmosphère. Et puis après, ça fait des nuages. Et puis ces nuages, finalement, au bout d'un moment, les gouttelettes se rassemblent et ça tombe. Donc en réalité, si j'ai bien compris ce cycle de l'eau, parce que c'était peut-être pas simple hein, comme idée, c'est simplement parce qu'il y a de la chaleur, donc l'eau, elle n'est pas sous forme liquide, mais sous forme de gaz. En gros, quand il fait froid, les petits grains de matière, ils ressemblent à quoi? Arrière-grand-papy qui traverse la route. Ça va pas vite. Quand je chauffe davantage, ça ressemble à des gens dans le métro qui se bousculent, pour soit de là, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. Et quand je chauffe encore plus, ça ressemble à des enfants qu'on emmène dans un parc d'attractions et on dit le premier qui arrive à la caisse a le droit de tout acheter. Ça saute dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle un gaz. Et puis quand ce gaz se refroidit à nouveau, il se condense et ça fait un liquide de nouveau, un peu moins de mouvement. J'ai compris ça. Ce qui me choque dans ce raisonnement, c'est qu'il fait plus froid en haut de la montagne. Oui. Mais seulement on est plus près du soleil. Et puis l'air chaud, ça monte. Donc comment ça se fait qu'il fait plus froid en haut de la montagne? Moi je comprends pas du tout le truc. Ça fait à peu près, je sais pas, moi 150 ans qu'on explique ça à l'école et c'est toujours pas clair comme histoire. Il y a quand même un souci. Alors, on va se poser la première question. Premièrement, est-ce qu'on est vraiment plus près du soleil? Il faut être honnête, si le soleil avait la taille d'une orange, nous, la Terre, on serait quoi à l'échelle là, à votre avis? Un petit pois, me dit madame. Non, plus petit. Plus petit qu'un petit pois par rapport à une orange. Oui, monsieur? Un grain de poussière. Alors le problème, c'est qu'un grain de poussière, c'est difficile parce qu'il y en a plein de sortes. Hein. Il y a de la grosse poussière, la petite poussière. Eh bien, en fait, on serait aussi petit que un plomb de pêche de 2 mm.
2 millimètres par rapport à une orange est situé à quelle distance? À 8 mètres l'un de l'autre par rapport à l'orange et à notre petit plomb de pêche. Donc vous imaginez bien qu'effectivement, qu'on soit en haut de la montagne ou en bas de la montagne, on n'est pas vraiment plus près du soleil. D'accord? Par contre, l'air chaud, ça monte. Ben oui, l'air chaud, ça monte. Ça, vous pouvez faire des expériences. Je vous montrerai, tiens, des expériences. D'ailleurs, sur un autre canal, on vous montre une expérience intéressante où je vous montre que l'eau chaude, elle monte au-dessus de l'eau froide et puis elle flotte au-dessus. Donc je ne vais pas vous la refaire, parce que vous pouvez la voir sur l'autre canal, amusez-vous, vous verrez aussi. Et puis vous le verrez en boucle et tout ça, il n'y a pas de souci. Donc l'air chaud, ça monte comme l'eau chaude, parce que ça prend plus d'espace par rapport à la masse que ça flotte. Oui, très bien. Mais alors pourquoi est-ce qu'il fait plus froid en haut de la montagne? Eh bien, à cause de la détente adiabatique en milieu pseudo-isochore. Comment ça? On n'apprend pas ça à l'école. C'est ce qu'il faut apprendre. Il me regarde comme ça, on n'apprend pas ça à l'école. Parce qu'il faut apprendre, monsieur. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est facile d'en parler, il faut le montrer. Eh bien, très bien, montrons-le. Pour cela, il faut comprendre. Bon, chez vous, vous ne pouvez plus aller bien loin faire du vélo, parce que c'est quand même risqué, donc récupérez juste la pompe. Le reste, ça ne sert à rien, de toute façon, pas de problème. Récupérez une bouteille vide, et je ne sais pas pourquoi les gens qui ont fabriqué ça se sont arrangés pour que ça doit s'adapter là-dessus. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils se sont mis d'accord ou quoi, mais enfin c'est un mystère, mais ça fonctionne. Donc tant mieux pour nous. Et puis dernière chose indispensable, on ne sort plus sans son gel hydroalcoolique. Voilà. Et voilà ce que vous avez pour démontrer qu'il fait froid en haut d'une montagne. Alors, on va faire l'expérience pour que vous puissiez bien comprendre. Premièrement, il faut comprendre. La Terre est ici, et en haut de la montagne, par rapport à en bas, qu'est-ce qui change fondamentalement parlant? Eh bien, c'est la pression. La pression qu'on va introduire sous forme de pompe. Pourquoi? Parce que c'est comme une grosse piscine, l'atmosphère. Vous avez le bas de la piscine qui est sur Terre, et plus vous montez, plus vous arrivez en haut de la piscine. C'est la piscine d'air, en quelque sorte. Donc la quantité d'air n'est pas la même en haut qu'en bas. Donc le gaz, qu'est-ce qu'il fait quand il passe du bas vers le haut? Eh bien, il a tout simplement tendance à avoir une détente. Et quand on se détend, on relâche et on se refroidit. Pour vous le prouver, je vais faire l'expérience suivante. Je vais prendre un liquide qui s'évapore facilement. J'aurais pu prendre de l'eau que je chauffe, etc. Mais on a un peu de gel hydroalcoolique, on en profite, on en met au fond de cette bouteille. Bien. Maintenant, je prends une pompe qui s'adapte sur le bouchon ici, et on va regarder ce qui se passe à cet endroit. Je vais pomper, c'est-à-dire je vais augmenter la pression, mais je n'augmente pas le volume. Ce n'est pas un ballon. Donc, je suis en train de faire quelque chose qui va se situer ici, et si je tiens la bouteille, bien entendu que la seule chose qui peut décoller, c'est ça. Mais il n'y a pas de risque si vous ne mettez pas le museau dessus. Alors, on y va. On pompe. Et quand on pompe au bout d'un moment, on forme un nuage. On forme un nuage, mais on peut faire mieux que ça, parce que l'on peut faire disparaître le nuage. Je vous montre que je rajoute de l'air, et cette fois-ci, mon nuage disparaît. Et au bout de... faut faire attention quand même. Le nuage réapparaît. Ça veut dire que je suis capable de faire la pluie et le beau temps, moi. Vous avez vu, c'est quand même c'est super. Voilà, je recommence, attention, on recommence. Et voilà. Et ça, c'est grâce à la détente adiabatique en milieu pseudo-isochore. Alors, vu expliqué comme ça, c'est pas très clair, mais je vous explique. Imaginez que vous êtes au fond de la bouteille. Vous êtes au fond de la bouteille, comme ceci, vous traînez, vous êtes l'alcool à brûler qui est dans ce gel hydroalcoolique ou de l'eau chaude, et vous êtes comme ça, et vous traînez tout au fond de la journée. Oh, je sais pas quoi faire, ça. Et tout d'un coup, on est dans cette bouteille, donc il y a le goulot ici, et on pompe par là, donc on envoie de l'air, et ça fait pshh. Et là, je fais, oh, c'est quoi? Non, mais c'est rien, il pompe. Oh, c'est trop nul, ça m'intéresse pas. Donc le peu qui s'évapore, ça se recondense dans le canapé juste après. Je vous l'ai dit, les liquides qui s'évaporent, ce sont comme des ados. Ah bah si. On les appelle, ils coulent un peu partout dès qu'ils le peuvent. On leur donne un peu d'énergie pendant 30 secondes, ils s'évaporent, mais juste après, ça repart. Ça repart en sucette. Alors du coup, pendant 2-3 fois, on lui fait le coup. Mais au bout d'un moment, il y a tellement de pression à l'intérieur que notre liquide, sous forme de gaz, cette fois-ci, sous forme de vapeur, est condensé contre les parois. Et là, ça ressemble à quoi?
Eh bien, aux enfants, à 9h59, vous savez, à l'école, quand ils ont beaucoup de pression finalement, ils n'ont pas de quoi lâcher cette pression d'un coup. Et quand enfin ça pète, paf, ils libèrent la pression d'un coup. Ils font Wouah et ils partent. Et c'est ça finalement la détente adiabatique, c'est-à-dire une détente hyper rapide. Eh bien, cette détente hyper rapide, ça crée du froid. D'ailleurs, vous le savez parce que quand vous prenez un déo et que vous appuyez, vous détendez rapidement le gaz et lui, il se refroidit. Donc c'est exactement la même chose qui se passe ici dans cette bouteille. Et c'est la même chose qui se passe dans l'atmosphère. Quand le nuage monte, il se détend et il se refroidit tout seul par détente. C'est donc le nuage qui refroidit la montagne et non pas la montagne qui refroidit le nuage. Sauf que maintenant que la montagne est plus froide, le prochain nuage va finalement condenser et l'effet boule de neige, ou en tout cas nuage, est ainsi assuré. Bon, c'est pas tout ça, mais bon, il y a plein d'autres choses comme ça. Vous voyez, on vit dans un monde contre-intuitif. Ah, mais complètement contre-intuitif. Moi, depuis que je suis petit, par exemple, on m'a dit la chose suivante. On me dit, parce que je regardais les étoiles. Bah si, j'avais envie de regarder les étoiles, parce que moi, je trouve que les étoiles, c'est magique, c'est merveilleux, etc. Et on m'a dit à une époque, mais tu es un rêveur, mon garçon, qu'est-ce que tu rêves tout le temps? Et moi, j'ai dit, moi, je préfère être rêveur, parce que franchement, quand on voit les gens qui travaillent... bah si, entre quelqu'un qui rêve et quelqu'un qui travaille, ça n'a pas la même tête, donc vaut mieux rêver. Hein. Alors du coup, je me suis dit, je vais essayer de rêver, faire des choses, etc. Et donc, comme je rêvais ces étoiles, on m'a dit, mais tu devrais, si tu veux vraiment les voir, tu devrais t'acheter, en fait, un télescope. Je dis, pourquoi? Parce qu'en fait, ça agrandit les objets. Et du coup, tu les vois de plus près. Ah, je dis, mais tiens, mais comment qu'un télescope agrandit les objets? Et là, on m'a dit, c'est parce qu'il y avait des lentilles à l'intérieur des télescopes. Donc moi, j'ai demandé, tiens, combien il y a de lentilles dans un télescope? On m'a dit qu'il y en avait 2. Bon, je me dis, pourquoi pas? Sauf que quand j'ai vu le prix du télescope et le prix des lentilles, je me suis dit, quand même, il y a un problème. Je suis allé au magasin du coin, j'ai été acheter des lentilles pour 3 fois rien. Et quand je vois que c'était 700 € un télescope alors qu'il y avait 2 lentilles à l'intérieur, je me disais, il y a de l'arnaque. Donc, je me suis dit, en tant qu'enfant, hein, vous imaginez, on peut bien regarder, si vous avez la possibilité de regarder ce qui se passe au-dessus, c'est intéressant, parce qu'on peut se poser la question suivante. Si je prends un objet, je ne sais pas moi par exemple, une petite bille comme celle-ci, alors si on regarde bien par le dessus, pour bien voir, on voit que cette bille, je peux la placer dans ce paquet de lentilles. Bon, très bien, je place cette bille. Et si on reste vraiment pour bien voir ce qui se passe en fait ici, on voit que notre bille qui est ici, elle devrait grandir. Donc, moi, en tant qu'enfant, j'ai attendu, comme ceci, que la bille grandisse. Alors, on va attendre ensemble. On va bien regarder cette bille et elle devrait grandir. Oui. Vous pouvez regarder, là, hein, allez-y, hein, regardez, ne vous gênez pas. Hein, oui, regardez, elle va grandir. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'en tant qu'enfant, j'ai attendu un bon moment qu'elle grandisse. Le problème, c'est qu'elle ne grandissait pas. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, regardez bien, toujours, regardez, je vous en prie, restez rivés là-dessus pour bien voir ce qui va se passer, parce que je me suis dit que je n'avais pas les bonnes conditions pour qu'elle grandisse, cette bille. Je me suis dit, il faut peut-être secouer. Et oui, quand je secoue, vous voyez que la bille a grandi. Comment ça, y a une arnaque Comment, monsieur? C'est pas un caillou, c'est une bille. Ouais, je vois ce que vous êtes en train de dire, un galop qui est dedans. Effectivement, vous vous dites que forcément, il y a une autre bille. Eh bien, vous pouvez chercher comme ceci, vous n'allez pas bien la trouver. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de trouver une bille dans un sac de lentilles. Mais peut-être qu'il y a effectivement une autre bille. La théorie du complot, quoi. Jusqu'au bout. C'est même plus des enfants, regardez. Oh, voilà. Un enfant qui rêve même plus. Mais qu'est-ce que c'est que ces enfants? Ils rêvent plus. Non, mais vous avez raison, hein. Il y a forcément une explication. Donc, vous voyez, mais ça, c'est comme la recherche. Quand on fait de la recherche, finalement, il y a quelqu'un qui vous dit les lentilles agrandissent les objets. Vous faites l'expérience, ça marche. Vous arrivez à la conclusion que c'est vrai. Et puis, il y a quelqu'un comme toi qui nous pourrit les rêves et qui nous dit « Non, c'est pas vrai, il va y avoir une autre explication, ceci, cela. » Alors, les gens commencent à creuser pour chercher, vous voyez, à l'intérieur. Ils cherchent et ils trouvent pas. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui a une meilleure idée, qui trouve un aimant et qui trouve quand même la bille. Mais là, on peut chercher pendant un bon moment, on va pas la trouver. Hein. C'est ça qui est embêtant. Hein. Attends, je vais quand même essayer. Non, je pense que je ne vais pas la trouver, mais c'est pas grave. Hein. On peut essayer quand même de comprendre. Cette bille qui était à l'intérieur, finalement, elle devait être comment par rapport à celle-là? Hein? Il y a des gens qui disent plus lourd.
Non, vous n'avez rien suivi au premier épisode, il faut revenir en arrière. Hein. Ah ben regardez, vous allez comprendre. C'est une question de densité. En réalité, cette bille qui est là, je vais vous le montrer. La bille qui est ici, elle flotte. Et si elle flotte, ça veut dire qu'elle est moins dense, moins compacte que l'autre que j'ai mis au départ. Et bien entendu, il y en a une qui est descendue et l'autre qui est montée. En fait, elles avaient la même masse, mais pas le même volume. Et donc, du coup, il y en a une qui a carrément gonflé par rapport à l'autre. Et donc, effectivement, il y a de l'air dedans. J'arriverai pas à la retrouver. Hein. Complètement perdu. Puis comme je n'ai pas envie d'en mettre partout parce que les gens qui viennent derrière moi, ils vont se plaindre. Mais vous pouvez faire l'expérience, bien sûr, chez vous. Hein, vous pouvez revoir. Et puis, voilà, vous pouvez vous amuser. C'est une histoire vraiment de densité. L'histoire d'Archimède, on en a parlé tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas compris tout ce qui se passe ici, eh bien vous regardez, vous revenez en arrière et puis on en recose, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, c'est quand même dingue comme les adultes nous disent des choses, puis nous on y croit en tant qu'enfants. Ah ben l'histoire des lentilles qui agrandissent les objets, moi j'y croyais quoi. Voilà, mais j'étais pas aussi naïf que j'étais plus naïf que monsieur, c'est ça le problème. Ben oui, maintenant je vous montre autre chose. Parce que c'est pas le tout d'avoir des choses comme ça, on vit quand même dans un monde étrange. Ah ben si, on vit dans un monde étrange. Regardez par exemple ceci. Ça, c'est quand même très étonnant. De quoi s'agit-il? Vous appelez ça comment? Un œuf? Non, c'est pas un œuf. Non, mais ça, c'est le nom, c'est un nom barbare, quoi. Non, le vrai nom de ça, c'est un ovule de poule non fécondé. Oui, je sais que vous allez dire, oh, bah, il chipote, etc. Mais c'est quand même pas... Vous trouvez pas que c'est étrange de conserver ça, quand même, chez soi? Il y a quand même quelque chose de terriblement bizarre, non? Vous gardez chez vous des ovules de poules non fécondés en espérant faire des omelettes. Je veux dire, c'est quand même étrange comme idée. Et on trouve ça naturel d'avoir des œufs chez soi, mais pas de problème. Mais bon, déjà, ça, c'est étrange. Mais il y a pire. Dans tous les pays du monde, vous avez remarqué qu'on est d'accord pour une seule chose concernant les œufs. Est-ce que vous savez sur quoi nous sommes d'accord? Oui. Qu'on les mange, oui. Non, mais pas forcément, c'est pas oui, si vous voulez. Non, c'est surtout qu'on les casse du même côté. Vous avez vu qu'il y a deux côtés à un œuf. Il y a un côté large, ici, et il y a un côté étroit à l'œuf. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les pays du monde ont décidé de casser les œufs comme ceci, et personne n'a décidé de les casser comme ceci. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Finalement, c'est complètement aberrant, cette histoire. Eh bien, l'explication, elle est fort simple. C'est que c'est une question de bon sens? Non. D'architecture? Comment ça, d'architecture? Parce qu'en fait, vous allez me dire, il est plus solide d'un côté que de l'autre. Oui, mais il a la même épaisseur, c'est le même matériau. Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, il est tout bête. C'est la différence entre la voûte romane et la voûte gothique. Pour vous convaincre, hop, je sais, je disparais. Je sais, je réapparais. Regardez, hop, j'ai pris un rétroviseur. Et on peut voir la chose suivante. C'est la même chose que mon œuf, finalement. J'ai un côté ici, large ou étroit. Quand j'ai le côté large et que j'appuie ici, regardez ce qui se passe. Au fur et à mesure que j'appuie, j'ai mes bras qui remontent. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'appuie sur les côtés, j'ai ici quelque chose qui part comme ça. Ça veut dire que plus j'appuie là, ici, plus ça part sur les côtés jusqu'à ce que ça craque. Très bien, ça c'est la voûte romane. Maintenant, j'ai la voûte plus resserrée qu'on appelle la voûte gothique. Quand j'appuie dessus, ici, à ce moment-là, on voit que ça s'enfonce dans le sol. La composante des forces est plus dans ce sens que dans ce sens. Et donc, au final, l'œuf est beaucoup plus résistant ici que là. Ça veut dire quelque chose. Premièrement, si vous prenez un œuf comme ceci, comme cela, et que vous serrez très fort, vous n'arrivez pas à le casser. En général. Oui, faites attention, s'il est un peu fêlé, vous en prenez plein la figure. Hein? Ben oui. Autre possibilité, si vous mettez l'œuf comme ceci, cette fois-ci, eh bien là, vous en prenez plein la figure, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, vous êtes sur la voûte romane. Donc si vous n'aimez pas quelqu'un, vous lui mettez l'œuf comme ça, il est crépi. Si vous faites ça, par contre, voilà. Hein? Et maintenant, autre point qu'on peut se dire, c'est que du coup, je peux jeter cet œuf très fort et très loin. Non, je ne vais pas le faire. Je vois madame qui est là. Oh, au secours, au secours. Ben non, madame, je ne peux pas le faire. Imaginez que l'œuf ait le Covid. Ben oui.
Être là, vous êtes là, bah ça y est, il me jette des Covid à la tête. Mais non, je ne vais pas le faire. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Si jamais je jette cet œuf, est-ce que vous pensez qu'il va rester comme ça? Ben non, il ne va pas rester comme ça, il va se mettre aérodynamique pour avoir le moins d'air possible sur le museau. Il va donc faire ouh, et il va arriver sur la pointe. Si vous faites ça, l'œuf arrivant sur la pointe va rebondir. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire en plein centre-ville, hein. Mais si vous le faites ici dans le parc de la Villette, bah si, comme ça vous venez à la Cité des Sciences, vous n'avez pas le droit forcément, il y a une jauge pour rentrer, mais pas à l'extérieur. Donc profitez-en, ramenez des œufs et essayez, ramassez quand même vos déchets, hein, mais essayez, vous allez voir que s'il tombe dans l'herbe, il va rebondir. Ah bah si, il faut le lancer très fort et très loin, il aura plus de chances de tomber sur la pointe et il va rebondir. Alors que si vous faites la même chose avec un enfant, il ne rebondit pas. Enfin, il ne faut pas le faire, hein, c'est une expérience de pensée. Ah oui, non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont capables de les jeter, hein. Et alors du coup, si vous le jetez loin, il rebondit, mais si vous le jetez près, eh bien cette fois-ci, il a une chance sur deux de tomber d'un côté ou de l'autre, et à ce moment-là, il peut se casser. Ça veut dire que pour ne pas casser les œufs, le mieux c'est de les jeter loin et fort. Voilà, c'est la science qui nous le dit, j'y peux rien moi, hein. Ah tiens, à propos d'œufs, moi il y a un autre truc qui me sidère, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais normalement, quand vous prenez un liquide et que vous le chauffez, il devient gazeux, oui, il devient gazeux, bien sûr, il devient un gaz. Quand vous prenez l'eau des pâtes, vous chauffez, vous mettez de plus en plus d'énergie, et donc les molécules s'agitent, au bout d'un moment, sortent de la casserole. Si par contre, vous prenez un œuf, vous le chauffez, il devient solide. C'est étrange quand même. Réfléchissez 30 secondes. Vous avez combien de solides chez vous qui se transforment en liquide lorsque, finalement, vous les chauffez? Imaginez l'eau des pâtes qui, tout d'un coup, devient un glaçon. Oui, pas de problème, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça? Eh bien non, ça va pas. Et là, on a chez soi ce genre de truc et on se pose zéro question. Parce qu'en fait, il faut comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, je veux vous expliquer ce qui se passe. Voici ce qu'il y a dans l'œuf. Je viens ici pour mieux vous montrer. Dans l'œuf, il y a 90% d'eau. Les molécules d'eau, ce sont des petites molécules. Alors, je parle de molécules comme si vous savez ce que c'est, bien sûr, je suis bête, excusez-moi. Parce que vous n'avez pas forcément suivi le premier épisode, je parlais de Démocrite, qui coupait des choses jusqu'à voir les atomes. Eh bien, quand on assemble des atomes, ça fait des molécules. C'est tellement petit qu'il faudrait prendre l'épaisseur d'un cheveu, l'agrandir jusqu'à la hauteur du mont Everest pour voir un truc qui fait 1 ou 2 cm. Et à ce moment-là, j'aurai quelque chose qui s'appelle une molécule. Les molécules d'eau, par exemple, elles sont très intéressantes parce qu'elles se comportent, comme je disais tout à l'heure, hein, comme des petits chiens qui se rencontrent pour la première fois. Ils se sniffent le popotin, elles se suivent les unes les autres, enfin bref, elles sont très mobiles. Par contre, les molécules qu'il y a dans le blanc d'œuf, eh bien, ce sont des molécules de protéines. Ça ressemble à cette espèce de gros fil qui est là. Voilà. Et puis, on voit que ça peut bouger comme ça. Alors, pour montrer à nos amis ici, pour bien voir ces protéines qui sont là, elles sont repliées sur elles-mêmes parce qu'elles n'aiment pas l'eau. Donc, dans le blanc d'œuf, nous avons ces protéines qui sont repliées dans tous les sens, et elles n'aiment pas l'eau, donc elles sont comme ça. Donc, que se passe-t-il quand je cuis un œuf? Je vous l'ai dit, les molécules s'agitent davantage. Donc au départ, elles sont comme ça, tranquilles, et puis je continue à taper, et puis comme elles bougent de plus en plus, elles sont obligées de se dérouler un peu, et elles voient toute l'eau qu'elles n'aiment pas. Donc à chaque fois, elles font quoi? Elles sont là, elles bougent, comme ça, là, et à chaque fois qu'elles bougent, elles disent « Oh, voilà l'eau que j'aime pas, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça, c'est terrible, c'est terrible ». Et elles en ont marre de faire ça. Alors au bout d'un moment, elles déroulent leurs petits bras, enfin leurs grands bras même pour être tout à fait honnête, et elles enveloppent les molécules d'eau dans un espèce de filet. Et tout ça fait qu'en fait, vous avez un bloc qui devient tout dur. Et c'est pour ça qu'un œuf va finalement cuire. Non pas parce qu'on le chauffe, mais parce qu'on a déroulé l'albumine. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que j'apprends avec ça? Eh bien que je ne suis pas obligé de chauffer un œuf pour le cuire. Il suffit que je déroule l'albumine. Sauf que la meilleure façon que j'ai chez moi pour dérouler de l'albumine, c'est de le chauffer. Eh bien, je vais utiliser autre chose, moi. Je vais utiliser, puisque c'est à la mode, du gel hydroalcoolique. Si. Alors, je prends un saladier, comme tout le monde. Je casse ici. Alors, on peut regarder par le dessus, si vous voulez, comme vous voulez. Vous regardez où vous voulez, finalement. Moi, ça m'est égal. Regardez, je mets mon œuf à l'intérieur. Vous voyez déjà, il y a une chose très intéressante pour les enfants. Le blanc d'œuf, en fait, est jaune. C'est facile pour les enfants, du coup, de s'en sortir. Le blanc d'œuf est vraiment jaune, jaune transparent, mais il est jaune. Et le jaune d'œuf, il est orange.
voyez qu'on dit n'importe quoi aux enfants, on appelle ça le blanc, le jaune, ils savent pas que... Enfin, tout. Mais peu importe, le blanc est seulement blanc quand je le cuis. Et le jaune devient orange, il passe de orange à jaune quand je le cuis. Et pour cuire un œuf, rien de tel qu'un peu de gel hydroalcoolique. Alors regardez bien, je vais en mettre ici un peu dedans, dessus, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer qu'il n'y ait pas de reflet, voilà, comme ça, c'est peut-être mieux. Et puis, je vais mettre un peu de gel hydroalcoolique. Et quand je mets du gel hydroalcoolique, vous remarquez une chose, c'est que mon blanc d'œuf commence à blanchir. S'il blanchit, c'est bien que mon œuf est en train de cuire. Bon, je touille un peu avec les doigts parce que c'est un peu cochon, mais chez vous, vous pouvez prendre une cuillère, hein, bien sûr. Hein. J'en rajoute un petit peu, parce que je veux faire une omelette, en fait, hein, pour des amis. Alors, pour faire la recette de l'omelette au gel hydroalcoolique, le mieux, c'est de commencer par quelques œufs et rajouter progressivement le gel hydroalcoolique jusqu'à obtenir cette jolie masse sympathique. Et vous voyez que c'est très agréable. Il ne faut pas déguster, hein. Ah ben non, faut pas déguster, mais on voit une chose, c'est que mon œuf est en train de cuire. Il cuit pourquoi? Eh bien, vous voyez que cette partie est solide, même si c'est pas très très joli, hein, mais on voit que c'est solide. Et si c'est solide, je ne sais pas comment vous le montrer pour que vous puissiez voir. Alors c'est un peu, ça tombe un peu au fond parce que j'ai peut-être pas mis assez de gel hydroalcoolique, hein, on peut en mettre encore un petit peu plus. Finalement, hein, on n'en met jamais assez, hein, de ce truc. Alors, bah oui. Et voilà, des œufs brouillés. C'est plus qu'une omelette, ce sont des œufs brouillés au gel hydroalcoolique. Vous avez vu qu'en fait, ah, puis ça colle, hein. Et puis en même temps, bah, ça désinfecte. Hein. Donc chez vous, ne le mangez pas quand même, hein, je précise. Que se passe-t-il? Eh bien, il y a de... Comment? Est-ce qu'on peut faire avec autre chose? Bah oui, de comestibles. Bah ça, je ne vais pas demander aux gens quand même de manger un truc avec de l'alcool. Mais si vous prenez de l'alcool pur, bien sûr, ça va plus vite. Vous laissez évaporer l'alcool. S'il vous plaît, hein, voilà. Et puis à ce moment-là, vous pouvez avoir des œufs cuits à froid. Mais alors quel goût ça a? C'est difficile à dire, hein, effectivement, parce que je n'ai pas goûté. Mais c'est intéressant au niveau texture. Vous voyez, vous avez quelque chose qui est parfaitement dur, compact. C'est tout à fait intéressant. Et j'ai donc déroulé l'albumine. Comment je l'ai déroulé? J'ai mis de l'alcool. L'alcool, ça déshydrate. Et comme l'albumine n'aime pas l'eau, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, elle était repliée sur elle-même, comme je vous disais. Comme j'ai mis de l'alcool, elle se sent déshydratée. Il y a moins d'eau autour, et donc elle peut se dérouler et envelopper le peu d'eau qui reste. Et du coup, vous avez cuit un œuf sans le chauffer. Bon, bah très bien. Passons à la suite. Comme quoi, hein, on vit dans un monde, mais alors incroyable. Ah, je voulais vous montrer ça. Moi, je trouve ça sympa. Regardez par exemple ici. Je verse de l'eau. Ah, je pourrais en prendre plusieurs pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Ici, je verse de l'eau. Ici, je verse de l'eau. Et je me dis que je peux faire en tout cas m'arranger pour que l'eau reste à l'intérieur du verre. Ah bah si, pour ça, il suffit que je donne une formule magique et je suis sûr que ça fonctionne. C'est ça qui est incroyable dans notre monde, c'est que tout est magie. Regardez par exemple, si ici, je fais une expérience. Si par exemple je dis ici que l'eau reste à l'intérieur, je pourrais m'arranger pour progressivement la transformer, juste comme ça par des incantations. Est-ce que vous pensez que ça marche? Bien sûr que ça ne marche pas. Non mais je vois madame qui dit peut-être, mais non, non, non. Monsieur, c'est encore pire, il croit complètement là. Non, 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 ça va pas. En fait, en réalité, il faut de la chimie pour que ça fonctionne, ou de la physique. En réalité, je peux attendre un bon long moment comme ça ne marchera pas. C'est comme si je versais ici à l'intérieur et que je pouvais transformer l'eau en glace. Ça serait carrément impossible. Quoique, je vais laisser ça, peut-être que ça va marcher. Après tout, on peut toujours y croire. Après, si je mets au congélateur... Mais oui, c'est ça, parce qu'il faut ralentir. Mais oui, il faut mettre au congélateur. Il y en a qu'un qui a compris, quoi. Les autres, ils sont là, il fait « Oh, t'as vu le monsieur, il va transformer l'eau en glaçon. » Mais attends, monsieur, il peut pas faire comme ça. C'est pas comme s'il pouvait, je veux dire. Et c'est pas non plus un magicien, le monsieur. Hein, voilà. Il faut mettre au congélateur pour refroidir les molécules. Ou utiliser d'autres choses. Mais ça, on en discutera plus tard, parce que j'avais tellement de choses à vous montrer. Il nous reste quoi? Le problème, c'est qu'il nous reste 2 minutes, quoi. Il nous reste 2 minutes pour faire les choses. Ben oui, mais vous êtes là, vous voulez plein de trucs, et puis dès que c'est le moment où je vous montre des trucs intéressants, vous êtes là, vous dites j'ai autre chose à faire. Ben oui, je comprends, faut revenir pour la suite. Parce que ce que je voulais vous montrer, par exemple, tiens, chez vous, faites l'expérience. Vous prenez un vase, par exemple, et vous prenez ici, moi je peux pas le faire, mais parce qu'il faut enlever le masque, donc je vais pas le faire, mais vous faites ça et vous soufflez. Si vous faites ça, vous verrez que ça ne rentre pas.
Si vous soufflez, ça sort. Oui, chez vous, faites-le. Vous verrez que ça fera ça. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà de l'air à l'intérieur. C'est pas vide. Du coup, l'air qui est là veut sortir et vous prenez la boulette en pleine poire. Vous pouvez le faire aussi avec une bouteille. Vous mettez un morceau de papier à l'embouchure, vous soufflez, vous allez voir que c'est complètement contre-intuitif. Vous pourriez voir aussi une autre chose très intéressante, et je conclus là-dessus, parce que finalement, voilà, qu'on pourrait se calculer. Comment calculer pour faire un pentagone régulier? C'est compliqué. Il faut en fait des compas, il faut des équerres, il faut tout un tas de choses. Et moi, je vous dis, mais non! Regardez, vous prenez une feuille de papier, vous faites finalement un nœud dans votre feuille de papier. Juste un nœud. C'est-à-dire vous faites ça. Voilà. Comme ceci. Et si vous avez bien fait les choses, eh bien en fait, vous obtenez ici, alors je l'ai peut-être été trop vite, mais chez vous, amusez-vous à faire un nœud et vous allez voir la chose suivante. Il suffit de couper là. Il suffit de couper là et vous formez un pentagone régulier en quelques secondes. Vous voyez qu'en fait, la vie n'est pas compliquée, mais les gens nous la compliquent énormément. Alors, pour conclure tout ça, vous voyez que j'ai quand même réussi à transformer de la glace, puisque ça ne coule plus. Comme quoi, avec le temps, on finit par faire des miracles. Mais ça, c'est une autre histoire, et je vous donne rendez-vous au prochain opus pour comprendre comment les choses peuvent être aussi miraculeuses. Allez, à bientôt, au revoir.